Mes parents ont transformé mon 18e anniversaire en une autre célébration pour mon frère. Alors, j'ai soufflé les bougies, attrapé ma veste et suis parti. Ce fut la dernière fois qu'ils virent leur famille réunie. J'ai eu 18 ans un samedi de mars, un détail important parce que ma mère planifiait cette fête depuis des semaines. Et je dis bien planifiait, des nappes aux couleurs assorties, une playlist dont elle m'avait réellement demandé mon avis. Même un gâteau de la pâtisserie du centre-ville au lieu du gâteau de supermarché qu'elle achetait d'habitude à la dernière minute. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvenais, j'avais l'impression que quelque chose dans cette maison me concernait vraiment. Je devrais revenir en arrière. Je m'appelle Louis. Je suis le plus jeune de 2 frères. Mon frère aîné, Antoine, à 22 ans, vient de terminer ses études universitaires, et a été le centre de gravité de ma famille depuis sa naissance environ. Je ne dis pas ça avec amertume. D'accord, peut-être un peu, mais surtout je le dis parce que c'est juste un fait. Comme dire que le ciel est bleu ou que mon père s'endormira sur le canapé pendant tout film de plus de 90 minutes. Antoine était l'enfant qui a eu les tuteurs, l'équipe de baseball de voyage, le cours de préparation au bac, les visites universitaires. J'étais l'enfant qui a eu on s'occupera du tien plus tard et ce plus tard n'est jamais vraiment venu. Voici le truc, cependant. Antoine n'est pas une mauvaise personne. C'est ce qui rend la chose compliquée. Ce n'est pas un méchant qui se tord les moustaches. C'est juste un gars qui a grandi sans jamais avoir à se demander si les projecteurs le trouveraient parce que nos parents les ont braqués sur lui avant même qu'il ne le demande. Il est charmant, parle facilement, s'entend avec tout le monde. Les gens aiment Antoine. Je comprends. J'aime Antoine parfois aussi. Mais il y a une différence entre aimer son frère et avoir l'impression que ses parents vous voient comme le plan de secours. Ma mère, Isabelle, est le moteur de tout cela. C'est le genre de mère qui publie les réussites d'Antoine sur Facebook avec 3 paragraphes de commentaires et publie les miennes avec un emoji pouce levé. Elle n'est pas cruelle. Elle est juste convaincue qu'Antoine est son chef-d'œuvre et que je suis le brouillon qu'elle a oublié de réviser. Mon père Marc sait que le déséquilibre existe. Je l'ai vu sur son visage. Mais Marc est le genre de gars qui préférerait manger un oignon cru que d'avoir une conversation inconfortable, alors il laisse simplement les choses suivre leur cours. La seule personne de ma famille qui m'a fait sentir que je n'étais pas un meuble était mon oncle Luc. C'est le frère cadet de mon père, il possède une petite entreprise de BTP, et il a cette façon de dire exactement ce qu'il pense sans élever la voix. Quand j'avais 14 ans, et que mes parents ont manqué ma cérémonie de remise de prix scolaire parce qu'Antoine avait un événement de fraternité le même week-end, Luc a conduit 40 minutes pour s'asseoir dans le public. Il n'a pas fait de discours à ce sujet. Il s'est juste présenté, a applaudi trop fort, et m'a emmené manger des burgers après. Alors, quand ma mère a commencé à planifier cette fête pour mes 18 ans, je me suis permis de ressentir quelque chose que je ne ressens pas d'habitude. L'espoir. Stupide, je sais. Mais elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « C'est ta soirée, Louis. Et, je veux que ce soit spécial pour toi. » Elle m'a même demandé qui je voulais inviter. Je lui ai donné une courte liste. Ma petite amie Chloé, quelques amis proches, oncle Luc, et la famille habituelle. La semaine avant la fête, j'ai remarqué un changement. Ma mère a commencé à passer des coups de fil supplémentaires. Elle a commandé une 2e banderole. Elle m'a demandé si ça me dérangerait si Antoine disait quelques mots au dîner. J'ai demandé à quel sujet. Elle a eu ce regard, celui qu'elle a quand elle a déjà décidé quelque chose et qu'elle ne fait que poser la question. Eh bien, Antoine vient d'avoir une excellente nouvelle concernant une offre d'emploi. Et je me suis dit que puisque tout le monde sera déjà réuni. Je suis resté là, dans la cuisine, tenant un verre d'eau, et j'ai senti cette vieille sensation familière s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère exactement, plutôt une reconnaissance. Comme quand on voit des nuages de pluie et qu'on ne prend même plus la peine de rentrer les chaises de jardin parce que, à quoi bon? Bien sûr, ai-je dit. Ça va. Ce n'était pas bien. Le jour de la fête, j'ai mis une chemise décente et je suis descendu pour trouver le salon décoré à moitié pour mon anniversaire et à moitié pour l'annonce de l'emploi d'Antoine. Il y avait une banderole qui disait « Joyeux 18e Louis ». Et à côté, une 2e banderole qui disait « Félicitations, Antoine, futur associé ». Ma mère avait imprimé une photo d'Antoine dans son costume d'entretien et l'avait encadré sur la table de la nourriture, à côté de mon gâteau d'anniversaire.
Chloé est arrivée tôt et a jeté un coup d'œil à la pièce, puis m'a regardé. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Mes amis sont arrivés petit à petit. Oncle Luc est arrivé avec une carte et une petite boîte emballée et a balayé la pièce du regard de la même manière que Chloé. Il m'a serré l'épaule et a dit « Joyeux anniversaire, mon gars ». Le dîner s'est bien passé. La nourriture était bonne. Les gens parlaient. Et puis ma mère s'est levée et a teinté son verre. Je veux juste dire à quel point je suis fier aujourd'hui. C'est une journée si spéciale pour notre famille. Elle m'a regardé brièvement. Louis, joyeux 18e anniversaire. Nous t'aimons. Pause. Sourire. Et je veux aussi prendre un moment pour célébrer une nouvelle incroyable. Antoine a accepté un poste chez Beaumont et Mercier. Il commencera en tant qu'associé junior en juin. La pièce a applaudi. Mon père rayonnait. Antoine s'est levé et a fait ce petit signe de la main humble qu'il a perfectionné au fil des ans. Et puis il a fait un discours de 3 minutes sur son parcours, ses objectifs, et à quel point il était reconnaissant du soutien familial. 3 minutes. Le jour de mon anniversaire, j'ai observé le visage de ma mère pendant qu'Antoine parlait. Elle rayonnait. Pas l'éclat poli d'une mère partageant un joli moment. Le vrai éclat, celui que j'avais poursuivi pendant 18 ans et que je n'avais jamais vu une seule fois braquer sur moi. Quand Antoine a eu fini, les gens ont applaudi. Ma mère a apporté le gâteau. Mon gâteau d'anniversaire avec mon nom dessus, apporté juste après le discours d'Antoine comme si c'était une arrière-pensée. Elle l'a posé devant moi et a dit « Fais un vœu, mon chéri ». J'ai regardé les bougies, 18 d'entre elles, vacillantes. J'ai regardé la photo encadrée d'Antoine posée à 1 mètre de là. J'ai regardé ma mère, toujours sur le nuage du moment d'Antoine. J'ai soufflé les bougies. Puis je me suis levé, j'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise et je suis sorti par la porte d'entrée. J'ai entendu ma mère dire « Louis ». Et puis mon père dire « Donne-lui juste 1 minute ». Ce qui est la façon de parler de Marc pour « Je ne veux pas gérer ça ». J'ai entendu la chaise de Chloé être repoussée. J'ai entendu oncle Luc dire quelque chose à voix basse à mon père que je n'ai pas pu distinguer. Je ne suis pas rentré. Je me suis assis sur le trottoir devant la maison avec ma veste sur mes genoux. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. Je me suis juste senti lasse. Comme si un interrupteur avait basculé et que le cordon invisible qui me rattachait à cette table, à cette famille, à cette deuxième place permanente avait finalement cédé. Chloé est sortie et s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « Tu vas bien » parce qu'elle savait que non. Et elle n'a pas dit « Rentrons » parce qu'elle savait que je ne le ferais pas. Elle a juste dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et j'ai dit quelque chose que je ruminais depuis des semaines, mais que je n'avais pas encore dit à voix haute. Je veux partir. Je ne parlais pas de la fête. Chloé m'a conduit chez ses parents cette nuit-là. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai envoyé un SMS à mon père. Je vais bien, je reste chez un ami et j'ai éteint mon téléphone. Pas de manière dramatique, pas pour faire un coup. Je ne voulais juste pas lire ce qui allait arriver. Le lendemain matin, je l'ai rallumé et j'ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. Maman, Louis, c'était incroyablement impoli. Tu m'as embarrassé devant toute la famille. Pas, tu vas bien? Pas, je suis désolé que la fête n'ait pas été la tienne. Juste l'embarras. Le sien. Papa a envoyé un seul message. Appelle ta mère. Antoine n'a rien envoyé, ce qui est honnêtement cohérent. Je ne pense pas qu'Antoine ait même remarqué mon départ. Il était probablement encore en train de faire son discours. Je suis rentré vers midi le dimanche. Ma mère était assise à la table de la cuisine avec son café. Et quand je suis entré, elle m'a regardé comme elle regarde une tache sur le tapis. Tu veux t'expliquer? Pas vraiment, Louis. Nous avons mis beaucoup d'efforts dans cette fête. Le moins que tu aurais pu faire était de rester. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Ce n'était pas ma fête, maman. C'était la fête d'Antoine avec mon nom sur le gâteau. Elle a fait ce truc où elle ferme les yeux et inspire lentement comme si c'était elle qui était mise à l'épreuve. Nous avons inclus l'annonce d'Antoine parce que le timing était logique. Cela ne signifie pas que la fête n'était pas pour toi.
Tu as encadré sa photo et tu l'as mise sur la table de la nourriture. J'étais fier de lui. J'ai le droit d'être fier de mes 2 fils. Quand as-tu encadré quelque chose de moi pour la dernière fois? Elle n'a pas répondu. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas penser à quelque chose, mais parce qu'il n'y avait rien à penser. Mon père est entré du garage, a vu la tension, et a immédiatement pivoté vers le réfrigérateur comme un homme qui se souvient soudain qu'il avait très besoin de jus d'orange. Classique Marc. Ton oncle a appelé, a-t-il dit, ne regardant ni l'un ni l'autre. Il a dit qu'il voulait te parler. J'ai appelé oncle Luc cet après-midi-là depuis ma chambre. Joyeux anniversaire en retard, mon gars, a-t-il dit, tu es parti avant que je puisse te donner ton cadeau. Désolé pour ça. Ne t'excuse pas. Tu as fait ce qu'il fallait. Il fallait du cran. Luc n'est pas du genre à enrober les choses. Alors quand il a dit ça, je l'ai cru. Écoute, a-t-il dit, je veux te parler de quelque chose. Peux-tu venir à l'atelier cette semaine? C'est à propos de quoi? Il a marqué une pause. Luc ne fait jamais de pause à moins qu'il ne choisisse ses mots avec soin. C'est à propos de ta grand-mère et d'un compte épargne qu'elle a ouvert avant de décéder. Ma grand-mère, la mère de Luc et Marc, est décédée quand j'avais 11 ans. C'était le genre de grand-mère qui sentait la lavande et avait toujours des bonbons au caramel dans son sac. Elle et moi étions proches, plus proches qu'elle ne l'était avec Antoine en fait, ce que ma mère trouvait toujours légèrement offensant. À propos de quoi, ai-je demandé. Viens juste. Mardi, ça te va? J'ai dit oui et j'ai raccroché, sentant que le sol avait légèrement bougé sous mes pieds. Lundi, je suis allé à l'école comme d'habitude. Ma dernière année touchait à sa fin et je la traversais avec des notes correctes et zéro enthousiasme. J'avais déjà réfléchi à ce qui allait suivre et l'université n'était pas ça. Non pas que je ne pouvais pas y aller, mais parce que personne ne m'avait aidé à me préparer. Et au moment où j'ai réalisé que je devais me débrouiller seul, les délais étaient pour la plupart passés. Une autre chose qui est juste passée inaperçue quand on est la deuxième priorité. Mais je ne restais pas là à m'apitoyer sur mon sort. Quelques mois plus tôt, oncle Luc avait mentionné un programme d'apprentissage par l'intermédiaire de l'Association régionale de métiers, travail d'électricien, 18 mois de formation, placement rémunéré, et s'il était accepté dans la filière avancée. Ils offraient une allocation de réinstallation et un logement subventionné dans une ville partenaire à environ 2 heures de là. Luc avait des contacts dans le programme. Il m'avait écrit une recommandation. J'avais postulé en janvier sans le dire à personne de ma famille. J'avais appris que j'avais été accepté 3 semaines avant mon anniversaire. Je n'avais dit à personne sauf à Chloé. Non pas que je gardais un secret. Exactement. J'attendais. Je voulais l'annoncer à la fête. Mon moment, ma nouvelle. La seule fois où j'aurai l'attention de toute la famille et où je pourrai dire, j'ai trouvé mon avenir sans aucun de vous. Mais ensuite Antoine a eu une offre d'emploi et mon moment a été absorbé dans son orbite comme tout le reste. Et j'ai soufflé mes bougies et je suis parti sans jamais dire un mot. Maintenant, j'étais content de ne pas l'avoir fait. Il ne méritait pas de savoir. Mardi après l'école, je suis allé à l'atelier de Luc. C'est un endroit modeste le long de la route des Neufs, un petit bureau attenant à un entrepôt où il stocke des matériaux et de l'équipement. Il avait du café qui m'attendait et m'a fait signe d'entrer dans l'arrière-bureau. Assieds-toi. Je me suis assis. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Ta grand-mère a ouvert 2 comptes épargne quand toi et Antoine étiez enfants, un pour chacun de vous, pas d'énormes sommes. Elle mettait quelques centaines d'euros par an. Au moment de son décès, le tien avait environ 8 000 euros. Celui d'Antoine avait la même chose. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu n'aurais pas dû. Elle les a ouverts à la banque, a nommé tes parents comme tuteurs jusqu'à ce que vous ayez chacun 18 ans. L'idée était que vous auriez l'argent quand vous seriez assez grand pour l'utiliser pour quelque chose de significatif. D'accord, alors où est le mien? Luc s'est penché en arrière sur sa chaise. C'est le problème. Il y a environ 4 ans, ton père m'a demandé de me porter garant de quelque chose pour l'entreprise. Je ne l'ai pas fait, mais pendant la conversation, il a mentionné que ta mère avait consolidé les comptes d'éducation. Son mot, consolidé. Elle a déplacé les fonds des 2 comptes dans un seul sous le nom d'Antoine pour aider à couvrir un manque dans ses frais de scolarité. Je suis resté là un instant à digérer ça. Elle a pris mon argent.
Elle a pris l'argent de ta grand-mère qui était destiné à toi. Ton père a signé. J'ai fait un scandale à l'époque, mais Marc m'a dit que c'était une décision familiale et de ne pas m'en mêler. Et tu me le dis maintenant parce que tu as 18 ans. Parce que tu viens de quitter une fête d'anniversaire qui n'était pas la tienne. Et parce que je pense que tu mérites de connaître le tableau complet avant de décider ce qui va suivre. Il avait raison. Je méritais de savoir. Mais voilà le truc quand on découvre que ses parents vous ont volé. Ça ne frappe pas comme une bombe. Ça frappe comme une confirmation. Comme une longue équation sur laquelle on travaille dans sa tête depuis des années et enfin quelqu'un vous montre la réponse et c'est exactement le nombre que vous attendiez. Je n'étais pas choqué. J'étais juste fatigué. Il y a autre chose, a dit Luc, observant mon visage. Je ne sais pas si tu veux l'entendre tout de suite. Dis-moi juste. Ta mère est au courant du programme d'apprentissage. Elle a vu le courrier de l'association de métiers. Elle m'a appelé la semaine dernière pour savoir de quoi il s'agissait et je lui ai dit que c'était du courrier indésirable. Elle est passée par mon courrier. Elle a ouvert une enveloppe qui t'était adressée. Oui, je t'ai couvert parce que je pensais que tu voudrais lui dire à tes propres conditions. Il a marqué une pause. Tu veux toujours lui dire? J'ai regardé le dossier sur le bureau. J'ai pensé aux 8 000 € qui étaient censés être à moi. J'ai pensé à la photo encadrée d'Antoine sur la table de mon gâteau d'anniversaire. J'ai pensé à chaque événement scolaire, chaque étape, chaque petite chose qui était tranquillement redirigée vers le gamin qui avait déjà tout. Non, ai-je dit, je ne veux rien lui dire. Luc a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Alors parlons de l'apprentissage, a-t-il dit, parce que je pense qu'il est temps de commencer à faire un plan. Les 2 semaines suivantes furent les plus étranges de ma vie car je vivais 2 réalités en même temps. La réalité 1 était la version que ma famille voyait. Louis va à l'école. Louis rentre à la maison. Louis dîne. Dit le bon nombre de mots. Ne cherche pas les bagarres. Ma mère agissait comme si l'incident de l'anniversaire était une affaire classée. Elle avait donné sa leçon. Je l'avais absorbée. Et maintenant nous pouvions tous avancer en prétendant que cela ne s'était pas produit. Elle était douée pour ça. Elle le faisait depuis 18 ans. La réalité 2 était celle qui se déroulait à huis clos dans le bureau de Luc, dans la voiture de Chloé, sur mon téléphone tard le soir quand tout le monde dormait. Je construisais une sortie. L'apprentissage commençait le 15 juin. Le programme était basé dans une ville appelée Clerval à environ 2 heures au nord. Pas une grande ville, mais assez grande. L'allocation de réinstallation couvrait le premier et le dernier mois de loyer d'un appartement partagé avec lequel le programme était en partenariat. Je serais en formation 5 jours par semaine, gagnant un modeste salaire horaire pendant le placement, et après 18 mois, j'aurais une certification complète dans une carrière qui ne dépendait pas d'un seul membre de ma famille. Luc m'a aidé à ouvrir mon propre compte bancaire. J'avais gardé mes économies, environ 3 400 €, provenant de 2 ans de travail à temps partiel dans une quincaillerie, dans une boîte à chaussures dans mon placard, ce qui semble ridicule, mais je n'avais jamais fait confiance à mes parents avec l'accès à mon argent. Il s'est avéré que cet instinct était justifié. Luc m'a conduit à une coopérative de crédit, n'a rien co-signé, s'est juste assis dans la salle d'attente pendant que je m'en occupais seul. Quand je suis sorti avec la carte de débit, il a dit, première chose d'adulte que tu as faite. Et j'ai dit, deuxième. Sortir de cette fête était la première. Il a ri. Luc ne rit pas facilement, alors je l'ai pris en compte. J'ai commencé à trier mes affaires. Pas à emballer, pas encore. Juste à déterminer tranquillement ce qui comptait. Vêtements, ordinateur portable, quelques livres, la montre de ma grand-mère qu'elle m'avait donnée directement, pas par l'intermédiaire de mes parents. Tout ce qui était à moi tenait dans 2 sacs de voyage et un sac à dos. 18 ans de vie dans cette maison, et toute ma vie pouvait être transportée en 3 allers-retours à une voiture. À l'école, j'ai dit à ma conseillère d'orientation que je n'assisterais pas à la cérémonie de remise des diplômes. Elle a demandé pourquoi, et j'ai dit raison personnelle. Elle a essayé de me dissuader. Je n'ai pas bougé. Je n'avais pas besoin de traverser une scène pour des gens qui ne seraient de toute façon pas dans le public pour moi. Chloé a été mon ancre à travers tout ça. Elle venait après l'école parfois et nous nous asseyions dans ma chambre avec la porte ouverte, la règle de ma mère, qu'elle m'imposait, mais étrangement jamais à Antoine.
Et elle m'aidait à organiser des papiers ou simplement à me parler de mon anxiété parce que, malgré tout, j'avais peur. J'avais 18 ans et j'étais sur le point de quitter le seul foyer que j'ai jamais connu. Et même quand ce foyer vous faisait sentir invisible, il était toujours familier. Le familier est une chose difficile à quitter. Es-tu sûr de ça? Demanda Chloé un après-midi, assise en tailleur sur mon lit pendant que je triais un tiroir de vieux papiers. Non, dis-je, mais je suis plus sûr de ça que de rester. Elle hocha la tête. C'est assez. Pendant ce temps, la famille faisait ce qu'elle faisait toujours, tournant autour d'Antoine. Sa date de début chez Beaumont et Mercier approchait et ma mère était en mode production totale. Elle lui a acheté de nouvelles chemises de ville. Elle l'a aidé à chercher un appartement en ville. Elle a fait un appel vidéo à sa sœur pour se vanter. Toute la maison bourdonnait du futur d'Antoine et je m'y déplaçais comme un fantôme, ce qui me convenait car les fantômes n'ont pas à expliquer où ils vont. Antoine et moi n'avons eu qu'une seule vraie conversation pendant cette période. Il est entré dans la cuisine un soir pendant que je faisais un sandwich et s'est appuyé contre le comptoir. « Et, tu as été silencieux ces derniers temps. » Je suis toujours silencieux. Plus silencieux que d'habitude, je veux dire. Il croisa les bras. C'est toujours à cause du truc de l'anniversaire? Quel truc d'anniversaire? Il cligna des yeux. La fête quand tu es parti. Oh, ça. J'ai étalé de la moutarde sur le pain comme si cela nécessitait toute ma concentration. Non, je m'en suis remis. Bien. Parce que maman était vraiment blessée. J'ai failli rire. Presque. Elle était blessée. Oui, mec. Elle a mis beaucoup de travail dans cette fête. Je l'ai regardée. Vraiment regardée et j'ai réalisé quelque chose que je tournais autour depuis des années sans jamais y atterrir complètement. Antoine n'était pas malveillant. Il ne complotait pas. Il ne comprenait sincèrement pas ce qu'il avait fait ou ce qu'on lui avait donné. Il avait grandi au soleil et n'avait jamais une seule fois questionné pourquoi je me tenais à l'ombre. Ce n'est pas le mal, mais ce n'est pas l'innocence non plus. À un certain point, ne pas remarquer devient un choix. Je vais bien, Antoine, dis-je. Va planifier ton grand déménagement en ville. Il a souri comme si je lui avais donné la permission et est parti. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue avant mon départ. Mon père a essayé une fois. Je lui accorderai ça. Il m'a attrapé dans le garage un samedi matin et a dit, tu sais, ta mère t'aime. Elle l'exprime juste différemment avec toi aussi. Je sais, papa. Elle n'essaie pas de faire de favoritisme. Je sais. Il est resté là une seconde comme s'il voulait en dire plus, puis a mis les mains dans les poches et est rentré. Je pense qu'il savait. Je pense qu'il a toujours su. Mais savoir quelque chose et faire quelque chose à ce sujet sont deux compétences très différentes, et Marc n'a jamais développé la seconde. 2 semaines avant la remise des diplômes, j'avais tout en place. Appartement confirmé, date de début confirmée, compte bancaire alimenté. Luc m'avait donné un camion d'occasion, rien de fantaisie, un Ford Ranger de 2011 avec une bosse sur l'aile arrière en guise de cadeau combiné d'anniversaire et de remise des diplômes. Je le gardais garé à son atelier pour que mes parents ne le voient pas. Chloé m'a aidé à déménager mes sacs de voyage un après-midi alors que mes parents étaient à la visite de l'appartement d'Antoine. Nous avons chargé le camion chez Luc, puis nous nous sommes assis dans la cabine à manger des sandwichs de station-service et elle a dit, « Quand vas-tu leur dire ?»« Je ne vais pas. »« Louis, je laisserai une lettre. »« Je ne vais pas avoir la conversation. Je sais déjà comment ça se passe. » Maman pleure. Papa ne dit rien. Quelqu'un me dit que je suis égoïste. Et à la fin de la nuit, c'est d'une manière ou d'une autre encore à propos d'Antoine. Chloé a mâché son sandwich et a regardé par le pare-brise. C'est probablement exact. Je sais. Tu devrais quand même y réfléchir. J'y ai réfléchi pendant 18 ans. Elle n'a pas insisté. Le jour de la remise des diplômes est arrivé et passé. Je n'ai pas défilé. Mes parents l'ont remarqué. Difficile de ne pas le faire quand son enfant ne se présente pas à la cérémonie. Et ma mère m'a appelé 4 fois. J'ai répondu au 4e appel. Louis, où es-tu? J'ai dit à Madame Dubois que je ne défilerai pas. Tu ne nous l'as pas dit. Je vous le dis maintenant. C'est inacceptable. Ton père et moi sommes allés à l'école.
Nous sommes assis ici. Antoine a pris du temps libre. Je n'ai demandé à personne de venir. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question, maman. Ce n'est jamais la question quand il s'agit de moi. Elle a raccroché. Ce soir-là, je suis rentré, je suis allé dans ma chambre et j'ai écrit la lettre. Ça m'a pris 2 heures. Je l'ai gardée courte. Je n'ai accusé personne de quoi que ce soit. Je n'ai pas mentionné l'argent. Je n'ai pas listé toutes les fois où j'avais été ignoré. J'ai juste dit que je partais, que j'avais un plan, que j'étais en sécurité, et que j'avais besoin d'espace de la famille pour découvrir qui j'étais sans être comparé à Antoine tous les jours de ma vie. Je l'ai scellé, j'ai écrit un maman et papa sur le devant et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. 3 jours plus tard, alors que mes parents et Antoine étaient à un dîner célébrant la première semaine d'Antoine au cabinet, j'ai chargé le reste de mes affaires dans le Ranger chez Luc. J'ai conduit une dernière fois jusqu'à la maison de mes parents et j'ai laissé la lettre sur la table de la cuisine. Puis je suis monté dans le camion et j'ai roulé vers le nord. Mes parents n'ont trouvé la lettre que vers 22 heures ce soir-là. À ce moment-là, j'étais déjà à Clerval, assis sur un matelas nu dans un petit appartement, mangeant une pizza avec un gars nommé Carlos qui commençait aussi le programme. Il m'a demandé d'où je venais et j'ai dit de nulle part d'important. C'était la chose la plus honnête que j'ai dite depuis des années. Ma mère a appelé 17 fois la nuit où elle a trouvé la lettre. Je le sais parce que j'ai regardé les notifications s'accumuler sur mon téléphone pendant que Carlos et moi mangions de la pizza. Et il m'a raconté son enfance à Avignon et comment il s'était lancé dans l'électricité parce que son grand-père avait refait l'installation électrique de sa propre maison à 67 ans et que c'était la chose la plus impressionnante qu'il ait jamais vue. Je n'ai répondu à aucun appel. Vers minuit, mon père a envoyé un message. « Où es-tu ? Ce n'est pas drôle. » Puis ma mère, « Si tu ne me rappelles pas, j'appelle la police. » J'ai répondu par SMS. Je suis en sécurité. Je ne suis pas porté disparu. J'ai laissé une lettre expliquant tout. Veuillez la relire. Elle a répondu instantanément. Cette lettre n'explique rien. Tu nous dois une conversation. J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi. Première nuit dans une nouvelle ville, dans un lit qui n'était pas le mien, dans une pièce qui sentait la peinture fraîche et le carton. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. La première semaine à Clerval fut un tourbillon de paperasse d'orientation, de certification de sécurité et d'apprentissage de l'utilisation d'outils que je n'avais vus que dans l'atelier de Luc. Le programme était légitime. 5 jours par semaine, 8 heures par jour, partagés entre la théorie en classe et le placement pratique sur des chantiers avec des électriciens agréés qui voulaient réellement enseigner. Mon instructrice principale était une femme nommée Denise, qui était dans le métier depuis 22 ans et n'avait aucune patience pour les excuses et beaucoup de patience pour les questions honnêtes. Je l'ai aimée immédiatement. Carlos est devenu mon premier véritable ami en dehors de mon ancienne vie. Il était bruyant là où j'étais silencieux, optimiste là où j'étais prudent, et il avait cette façon de transformer n'importe quelle situation en sketch comique sans la dévaloriser. Quand je lui ai dit vaguement, sans détail, que j'avais quitté la maison à cause de problèmes familiaux, il a dit, « Frère, j'ai conduit des milliers de kilomètres pour échapper à l'habitude de karaoké de mon beau-père. » Tout le monde fuit quelque chose. Je ne l'ai pas corrigé en disant que je ne fuyais pas quelque chose. Je marchais vers quelque chose, mais la distinction me semblait trop importante pour être prononcée à voix haute sans ressembler à une carte de vœux. À la maison, les retombées se produisaient exactement comme je l'avais prédit. Luc m'a appelé le 3e jour. Ta mère s'est présentée à l'atelier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Beaucoup de choses. La plupart à voix haute. Elle est convaincue que je t'ai kidnappé. Tu n'es pas si ambitieux. Il a ri. Elle veut savoir où tu es. Je lui ai dit que tu es un adulte et que tu as pris une décision et que je la soutenais. Elle m'a traité de complice. Ton père se tenait derrière elle, l'air de vouloir s'évaporer. A-t-elle mentionné la lettre? Elle l'a fait. Elle a dit que c'était dramatique et manipulateur. Ces mots. Bien sûr qu'elle l'a fait. Parce que dans le monde de ma mère, établir une limite était un acte d'agression. Partir tranquillement était un drame. La seule action acceptable était de rester, d'absorber, et d'être reconnaissant pour les miettes d'attention qui flottaient jusqu'à toi. Antoine a-t-il dit quelque chose? Antoine n'était pas là. Pas de nouvelles de lui. Cela aussi est cohérent.
J'ai demandé à Luc de ne pas leur dire où j'étais. Pas pour toujours, juste pour l'instant. Il a accepté. La deuxième semaine, j'ai pris un rythme. Réveil à 6 heures, petit déjeuner, chantier ou salle de classe à 7h30, travail jusqu'à 16 heures, rentrée, repas, étude du code, sommeil. C'était structuré et exigeant, et j'ai aimé chaque minute parce que chaque minute était la mienne. Personne ne réorganisait mon emploi du temps pour accommoder Antoine. Personne n'écoutait à moitié mes réalisations en attendant une chance de rediriger la conversation. Tout ce que je construisais dans ce programme était purement à moi. Chloé et moi parlions tous les soirs, de longs appels, parfois 1 heure, parfois juste 15 minutes avant que l'un de nous ne s'endorme. Elle terminait encore ses propres engagements de fin d'année et postulait à des emplois. Nous avions convenu de ne pas prendre de décisions relationnelles dramatiques. Elle restait dans notre ville natale au moins pour l'été, mais la distance était difficile. Pas insupportable, juste présente. Ta mère a appelé ma mère, m'a dit Chloé un soir, environ 2 semaines plus tard. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle lui a dit que tu faisais une dépression et que j'étais en partie responsable. Qu'est-ce que ta mère a dit? Elle a dit à ta mère que tu semblais parfaitement bien la dernière fois qu'elle t'avait vu et que Patricia devrait peut-être se regarder dans le miroir. J'adore ta mère. Elle le sait. La 3e semaine, Antoine m'a enfin envoyé un message. C'était la première fois qu'il me contactait depuis mon départ. Et mec, maman panique. Tu peux juste l'appeler? Ça devient un peu ridicule. J'ai fixé le message un moment. Puis j'ai répondu. Elle pourra me joindre quand elle sera prête à avoir une vraie conversation au lieu d'une leçon. Antoine a répondu, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas l'énergie d'expliquer 18 ans de contexte à quelqu'un qui avait passé ces mêmes 18 ans de l'autre côté de la chose. Quelques jours plus tard, Luc a rappelé. Tes parents sont revenus à l'atelier aujourd'hui. Tous les deux cette fois, sans Antoine. Comment c'était? Ta mère a exigé que je lui dise où tu étais. Elle a dit que tu étais trop jeune pour te débrouiller seul et que, quel que soit le programme dans lequel tu t'étais engagé, elle ne l'avait jamais approuvé. Elle ne l'a jamais approuvé parce qu'elle ne le savait pas, parce qu'elle n'a jamais demandé. Je lui ai dit quelque chose de similaire. Elle n'a pas apprécié. Qu'est-ce que papa a fait? Ton père m'a surpris en fait. Il a demandé à ta mère d'attendre dans la voiture. Puis il s'est assis dans mon bureau et a dit, Luc, dis-moi juste qu'il va bien. J'ai dit, tu vas bien. Il a hoché la tête. Puis il a demandé pour le compte d'épargne. Ça m'a interpellé. Il a parlé du compte? Il l'a fait. Il a dit qu'il se sentait coupable depuis des années. Il a dit que ta mère avait pris la décision, mais qu'il avait signé les papiers. Il a demandé si tu savais. Que as-tu dit? Je lui ai dit la vérité que je t'avais dite. Il est resté assis là 1 minute. Puis il a dit, c'est pour ça qu'il est parti, n'est-ce pas? Et j'ai dit, Marc, c'est environ 3% de la raison pour laquelle il est parti. Mon père est devenu silencieux, a dit Luc. Puis il s'est levé, a serré la main de Luc, et est sorti vers la voiture. Je ne savais pas quoi faire de ça. Mon père reconnaissant le compte, reconnaissant la culpabilité. C'était plus que ce que j'attendais de lui. Mais la reconnaissance sans action n'est qu'une confession sans jugement. Il pouvait se sentir mal autant qu'il voulait. Se sentir mal ne remet pas 8 000 € sur le compte de votre enfant. Le véritable tournant est survenu le samedi suivant. J'étais à l'appartement en train d'étudier quand j'ai entendu frapper à la porte. Carlos était sorti, alors j'ai ouvert moi-même. Mes parents se tenaient dans le couloir. Le visage de ma mère était crispé, comme il le devient quand elle retient quelque chose qu'elle considère comme une juste fureur. Mon père était derrière elle, les mains dans les poches. Positionnement classique de Marc. Ils avaient conduit 2 heures sans appeler. Ils avaient obtenu l'adresse de quelqu'un. Je ne savais pas encore qui, mais j'avais des suppositions. Louis, a dit ma mère. Ça a assez duré. Prends tes affaires. On rentre à la maison. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé au-delà d'elle, mon père, qui ne voulait pas croiser mon regard. Non, ai-je dit, pardon? J'ai dit, non, je ne rentre pas. C'est ma maison maintenant. Son menton a commencé à trembler, ce qui était l'arme qu'elle déployait toujours quand l'autorité directe ne fonctionnait pas.
As-tu la moindre idée de ce que tu as fait subir à cette famille? Ton père et moi étions morts d'inquiétude. J'ai à peine dormi. J'ai envoyé un SMS à papa la première nuit pour dire que j'étais en sécurité. J'ai laissé une lettre expliquant tout. Vous avez choisi de paniquer au lieu d'écouter. Tu as 18 ans. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je suis sorti dans le couloir et j'ai fermé la porte de l'appartement derrière moi. Pour que les affaires de Carlos ne fassent pas partie de ça. Je sais exactement ce que je fais. Je suis dans un programme d'apprentissage certifié. J'ai un placement professionnel. J'ai un logement. J'ai un compte bancaire avec de l'argent que j'ai gagné moi-même, puisque l'argent que ma grand-mère m'a laissé est apparemment allé aux frais de scolarité d'Antoine. Le silence après cette phrase fut la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Mon père ferma les yeux. Le visage de ma mère devint blanc. Et dans ce couloir à 2 heures de la maison où j'avais grandi, j'ai vu mes 2 parents réaliser pour la première fois que je savais tout. Pas seulement la fête d'anniversaire, pas seulement le favoritisme, tout. Ma mère s'est remise la première. Elle le fait toujours. C'est le genre de personne qui, lorsqu'elle est prise en défaut sur quelque chose d'indéfendable, passe immédiatement à l'attaque. Cet argent était une décision familiale. Les frais de scolarité d'Antoine avaient un manque et nous avons utilisé les ressources disponibles. Nous aurions fait la même chose pour toi, mais tu ne l'as pas fait parce qu'il ne restait plus rien. Nous avions prévu de le rembourser. Quand? Ça fait 4 ans. Elle a regardé mon père. Le regard disait, aide-moi. Marc est resté là, les mains toujours dans les poches, regardant les carreaux du sol. Pour une fois, il ne pouvait pas disparaître dans le garage. Il n'y avait pas de réfrigérateur vers lequel marcher. Nous n'étions que nous 3 dans un étroit couloir d'appartement, et la vérité occupait tout l'espace. Ta grand-mère aurait le cœur brisé si elle voyait ça, a dit ma mère, ce qui était incroyable. Honnêtement, elle a pris l'argent de ma grand-mère et a ensuite utilisé la mémoire de ma grand-mère pour me faire honte d'être contrariée à ce sujet. Grand-mère aurait le cœur brisé que tu aies pris ce qu'elle m'a laissé et que tu l'aies donné aux gamins qui avaient déjà tout. Mais oui, c'est moi le problème. Mon père a finalement parlé. Louis, nous avons fait une erreur. Je le sais maintenant. Tu le savais déjà, papa. Tu n'as juste rien fait. Il n'a pas discuté. Il ne pouvait pas parce que c'était vrai. Et nous le savions tous les 3. Ma mère a essayé un angle différent. Alors quoi? Tu pars juste? Tu abandonnes ta famille pour de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent n'est qu'une preuve. C'est une question de 18 ans passés à être le second. C'est une question de mon anniversaire qui est devenu la conférence de presse d'Antoine. C'est à propos de personne qui n'a remarqué que j'avais postulé à un programme et été accepté et que j'avais fait mes valises et été parti. Et la seule chose qui vous fâche, c'est que je n'ai pas demandé la permission. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Je ne rentre pas à la maison, dis-je. Je ne fuis pas. Je construis quelque chose. Et j'aimerais que vous fassiez partie de ma vie, mais pas comme ça. Pas là où je dois me rapetisser pour qu'Antoine puisse prendre plus de place. Mon père s'est avancé. Qu'est-ce qu'il faudrait? Reconnaissez ce qui s'est passé. Pas seulement l'argent. Tout. Et ne le faites pas parce que vous voulez que je rentre à la maison. Faites-le parce que c'est la bonne chose à faire. Aucun d'eux n'a rien dit pendant un moment. Ma mère pleurait silencieusement et j'ai ressenti l'ancienne envie de la réconforter, de dire que tout allait bien, d'arranger les choses comme on m'avait appris à le faire depuis l'enfance. Mais je ne l'ai pas fait parce que ça n'allait pas. Et arranger les choses, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Nous devrions y aller, a dit mon père finalement. Pas à moi, à ma mère. Elle a essuyé ses yeux, m'a regardé une dernière fois et s'est dirigée vers l'ascenseur. Mon père est resté. Je suis fier de toi, a-t-il dit. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Puis il l'a suivi. Je suis resté dans ce couloir pendant 5 bonnes minutes après que les portes de l'ascenseur se soient refermées. Puis je suis rentré, me suis assis sur le canapé et j'ai appelé Luc. Ils m'ont trouvé. Je sais. Ton père m'a appelé de la voiture. Il a dit qu'ils avaient retrouvé l'adresse du programme via le site web de l'association professionnelle. Il a dit qu'il était fier de toi. Luc a été silencieux un instant. Bien. Il était temps.
Les semaines qui ont suivi ont été plus calmes que ce à quoi je m'attendais. Mes parents n'ont pas appelé tous les jours. Ma mère a envoyé exactement un message la semaine suivante. Je ne suis pas contente de ça, mais je t'entends. Ce n'était pas des excuses. C'était à peine une reconnaissance, mais de la part d'Isabelle, c'était sismique. Je l'ai pris pour l'instant. Antoine m'a contacté environ un mois après la confrontation dans le couloir. Pas par message. Il a réellement appelé, ce qui m'a surpris. Et, a-t-il dit, on peut parler? On parle. Je veux dire, vraiment parler. Maman m'a raconté des choses sur le compte de grand-mère et sur ce que tu as ressenti à la fête d'anniversaire. Je ne savais pas pour le compte. Je l'ai cru. Non pas qu'Antoine était innocent dans le tableau général, mais parce que mes parents n'avaient jamais eu besoin de lui parler de l'argent qu'il m'avait pris. C'est ainsi que fonctionne le favoritisme. Le bénéficiaire ne voit pas le grand livre. D'accord, dis-je. Alors, maintenant tu sais. Je me sens horrible à ce sujet. Ne le fais pas. Tu n'as pas pris cette décision, mais j'en ai profité et je n'ai jamais. Je veux dire, le truc de l'anniversaire. J'ai fait un discours à ta fête. Je n'y ai même pas pensé. Maman m'a demandé si je voulais partager ma nouvelle et j'ai juste dit oui. Je sais que c'est foiré. Je le vois maintenant. C'était la chose la plus proche de l'autoconscience qu'Antoine ait jamais manifestée. Une partie de moi voulait lui pardonner immédiatement parce que c'est ce que fait le bon frère. Mais j'avais passé 18 ans à être le bon frère et ça ne m'avait mené nulle part. Alors, j'ai dit ce qui était vrai au lieu de ce qui était facile. J'apprécie que tu dises ça, mais j'ai besoin de temps. Je ne suis pas en colère contre toi, Antoine. Je suis juste fatigué d'être la note de bas de page de ton histoire. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, c'est juste. Nous n'avons pas beaucoup parlé depuis. Quelques messages par-ci par-là. Rien de profond, mais c'est plus que ce que nous avions avant, c'est-à-dire de la proximité sans honnêteté. Je préfère la distance avec la vérité. 3 mois après mon déménagement à Clerval, ma vie était complètement différente. J'étais à mi-chemin de l'apprentissage, j'obtenais de bonnes notes, et mon superviseur de stage m'a dit que j'étais sur la bonne voie pour la certification avancée. Carlos et moi avions trouvé un rythme de colocataire facile. J'avais trouvé un café où j'étudiais tous les dimanches matins. J'avais trouvé une salle de sport. J'avais trouvé une routine qui était la mienne. Chloé est venue 2 fois. La deuxième visite, nous sommes allés faire un tour vers un lac au nord de la ville et nous nous sommes assis sur la ridelle arrière du Ranger, à regarder le soleil se coucher, et elle a dit, tu as l'air différent. Bien, différent. Comme si tu trouvais enfin ta place. C'est peut-être la meilleure chose que l'on m'ait jamais dite. Mon père est venu une fois, seul. Nous avons déjeuné dans un restaurant près de mon appartement. C'était gênant au début, nous piochant tous les deux dans notre nourriture et parlant de rien. Puis il a dit, ta mère et moi allons suivre une thérapie de couple. J'ai posé ma fourchette. Sérieusement? Elle a accepté après ton départ. Je pense que ça l'a plus effrayée qu'elle ne le dira jamais. Ça aide? C'est encore tôt, mais nous parlons de choses dont nous n'avons jamais parlé avant, de la façon dont nous vous avons géré, toi et Antoine, différemment. Elle l'entend de quelqu'un qui n'est ni moi ni Luc, et je pense que c'est important. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit « je suis content » ou « il était temps » ou l'une des choses qui aurait semblé satisfaisante sur le moment, mais creuse après coup. J'ai juste dit « merci de me l'avoir dit ». Avant de partir, il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 8 000 €. Ça ne va pas tout arranger, a-t-il dit. Mais c'est le tien. Ça a toujours été le tien. J'ai regardé le chèque longtemps. Il ne s'agissait pas vraiment d'argent. Il ne s'agissait jamais d'argent. Mais l'argent était une preuve. Une preuve que quelqu'un dans cette famille avait enfin regardé le déséquilibre et décidé de faire quelque chose à ce sujet au lieu de simplement le reconnaître autour d'un café et de passer à autre chose. Merci, papa. Il m'a serré dans ses bras. Marc n'est pas un câlineur. C'était raide et maladroit et ça a duré environ 3 secondes. Et ce fut peut-être le moment le plus authentique que nous ayons jamais partagé. Cela fait presque 6 mois maintenant. Je suis toujours à Clerval, toujours dans le programme, toujours en train de construire quelque chose qui m'appartient.
Ma mère et moi nous envoyons des messages occasionnellement, des messages courts, superficiels. Elle m'a envoyé une photo du jardin la semaine dernière et a dit que les tomates poussaient bien. J'ai répondu par un pouce levé. Ce n'est pas de la chaleur, mais ce n'est pas la guerre. Nous cherchons tous les deux à quoi ressemble la nouvelle version de nous. Antoine a commencé une thérapie de son côté. Il me l'a dit par message sans préambule, comme s'il annonçait la météo. Je pense que c'est sa façon de dire qu'il essaie sans demander de reconnaissance. Je le respecte. Oncle Luc est venu le mois dernier inspecter un chantier dans la région et est resté dîner. Nous avons fait des steaks au barbecue à charbon que Carlos avait trouvé dans un vide-grenier et Luc a regardé mon appartement et a dit « Ta grand-mère aurait adoré ça. » L'appartement? Non, toi. Cette version de toi. Chloé et moi sommes toujours en train de comprendre les choses. La distance est réelle. Nous sommes honnêtes à ce sujet. Certaines semaines sont géniales et d'autres sont difficiles. Et aucun de nous ne prétend le contraire. Elle a son propre chemin et j'ai le mien. Et peut-être qu'ils convergent et peut-être pas. Mais elle m'a vu clairement avant tout le monde. Et ce n'est pas quelque chose que j'oublierai. Je ne raconte pas cette histoire parce que je veux que les gens aient pitié de moi. Je la raconte parce que j'ai passé 18 ans à attendre que ma famille me fasse de la place et ils ne l'ont jamais fait. Alors, je me suis fait de la place. Si vous lisez ceci et que vous vous reconnaissez dans une partie, voici ce que je dirai. Vous n'avez pas à faire exploser votre vie. Vous n'avez pas à crier ou à faire une scène ou à tout brûler. Parfois, il suffit de souffler les bougies, de prendre sa veste et de marcher vers la version de votre vie qui a réellement de la place pour vous. C'est ce que j'ai fait.